Bonjour, good morning, guten tag, shalom, assalamu alaikum, à vous qui nous écoutez sur la 93.5 FM, Canal FM ou encore sur les radios partenaires à Aneho, à Sokode, à Niamtougou, à Dapan, ou encore vous qui nous écoutez sur l'application Canal FM un peu partout en Afrique et dans le monde. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse de ce jour et nous sommes le mercredi 11 décembre 2019. Michel Koko Vitogbe et Tomega, la console Géro Dakucha qui prend l'émission à vous servir en son et en image très bientôt. Émission que nous co-animons avec Fabrice Patom Pekezi. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour. Votre micro tarde à s'ouvrir. Oui, je disais bonjour à ça, c'est bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Avec vous, Patom et d'autres confrères qui nous rejoindront. Nous allons revenir sur quelques préoccupations de sécurité, le processus de l'élection présidentielle 2020, le phénomène ou bien le feuilleton uni où les ailes marchandes mettent la pression sur le candidat éventuel Faure Gnassingbé et des journaux qui ont fait le portrait robot de quelques candidatures déjà annoncées. Nous allons en parler tantôt, mais naturellement, la santé au rendez-vous aujourd'hui, n'est-ce pas, Gadiel Tchonyadji? Tout à fait, la santé au rendez-vous, comme d'habitude, tous les mercredis, donc on est là. Merci, et plus particulièrement au secrétaire général du ministère de la Communication, que j'ai rencontré ce matin pour une intention particulière. Nous le disons bonjour, en même temps que le directeur général de l'Institut IREC, RDES, qui forme des cadres supérieurs pour la culture au Togo et en Afrique. La pensée du jour, c'est un proverbe arabe que nous révisitons ce matin qui dit « Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. » Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. Chacun, en son fort intérieur, va méditer sur ce proverbe arabe. Santé éducation, la page de Gadiel, vous nous parlez d'un remède naturel si nous arrivait d'avoir une crise d'asthme. Oui, l'asthme, vous savez, cette maladie qui est courante, c'est l'une des maladies chroniques les plus régulières. La médecine parle de traitement à vie, donc il faut prendre des précautions quand on est à risque au niveau héréditaire de ne pas arriver là. Mais bon, quand on tombe dans la maladie, on sait que c'est une maladie autour de laquelle on a beaucoup d'astuces. Là, on a un remède naturel par rapport à l'asthme. Quand la personne fait une crise, vous savez, vous avez une fois vu un asthmatique faire une crise? Non. Je ne voudrais pas que vous me réveillez, que vous me rappeliez de douloureux souvenirs. Voilà, c'est pas agréable à regarder. On a pitié de la personne qui fait la crise parce que tout se résume autour de la respiration. Quand quelqu'un n'arrive plus à respirer, vous voyez, donc la personne se débat et donc c'est pas très agréable à regarder. Alors, il y a ce remède naturel à base de l'ail qu'on peut faire à la maison quand un asthmatique déclenche une crise. Cela va le calmer avant qu'on ne le conduise à l'hôpital pour poursuivre son traitement. Merci. À découvrir un petit article intéressant, la page 2 de Santé Éducation. Remède naturel, s'il arrivait à nous-mêmes ou à un proche d'être victime d'une crise d'asthme. Comme il peut nous arriver une crise d'angoisse au travail, la Santé Éducation nous recommande également des remèdes tous naturels. Oui, à l'endroit des professionnels, vous savez, on a beaucoup écrit sur la dépression, sur le stress, sur l'angoisse durant toute cette année 2019. On a parlé cette année sur le signe de l'informelle éducation des professionnels du travail. Quand on est au travail, il peut surgir
une crise de stress, d'angoisse, une crise de voilà. Et très souvent, cela peut être dû au rythme du travail, à un fait d'un collègue, ou bien même à des problèmes personnels qui reviennent au bureau. Et là, il y a un certain nombre de conseils qu'on donne très souvent. Il y a plusieurs conseils, mais je peux toucher juste un aspect de la chose. Très souvent, quand on est angoissé dans son bureau, le conseil qu'on donne, c'est de quitter le bureau, de quitter le lieu où l'angoisse ou bien la crise de stress a démarré. Là où on a l'impression d'étouffer. D'étouffer, voilà, parce que c'est ça même le mot. On a l'impression qu'on s'étouffe, et si on reste là, on peut faire une crise. Donc le mieux, c'est de quitter l'endroit, de marcher. Il y a plusieurs conseils qui sont donnés dans l'article pour essayer de gérer une crise d'angoisse qui peut amener très loin, qui peut faire des dommages sur le corps rapidement. Merci. Entre autres remèdes que vous nous recommandez, pratiquer des exercices de distraction, de méditation, de détente ou tout simplement respirer. Oui, respirer à fond. Alors, autre remède naturel que nous avons chez nous, sur tous les marchés, à notre cuisine, c'est un légume, c'est la tomate rouge, dont vous nous présentez les incroyables bienfaits sur la santé. Tout à fait, une redécouverte par rapport à la tomate que nous connaissons bien, mais si vous faites une présentation, c'est par rapport à ses vertus. La tomate qui regorge de beaucoup de nutriments, dont 3 antioxydants, la vitamine E, la vitamine C et puis le bêta-carotène, qui sont des antioxydants qui agissent très profondément sur la santé des cellules de notre organisme. C'est pourquoi c'est un légume qui intervient dans la protection des cellules, qui lutte contre l'antioxydation des cellules, contre l'oxydation des cellules, je veux dire. Et puis, la substance qui lui donne la couleur rouge, le lycopène, comme on l'appelle très souvent, a des vertus de protection par rapport à un certain nombre de cancers. Ce sont des études qui le disent très bien. Donc, la tomate favorise aussi la digestion. Beaucoup de vertus que nous avons mis dans cet article. La tomate rouge. Ça, c'est le défi. Oui. Il faut le dire. Le défi, c'est quoi? On parle de la tomate, mais Santé Éducation n'a pas fait allusion à ce qu'on met dans les sachets ou bien dans les boîtes de conserve. Non. Nous faisons allusion à la tomate fraîche, naturelle. Maintenant, le défi, c'est de trouver des tomates naturelles, mais bio, et de les consommer pour avoir cet avantage. Merci. Si on n'a pas la garantie de trouver des tomates bio, on a des astuces. Laver les tomates dans une solution de bicarbonate ou bien dans une solution de jus de citron. Voilà, ça peut réduire un peu l'effet des pesticides. Et si on a le bonheur de tomber sur une tomate rouge, naturelle et fraîche, bio, eh bien, en consommant ce légume, on consomme, sans le savoir, un puissant antioxydant. Et cette tomate lutte contre le cancer, lutte également contre les calculs biliaires et l'hypertension. La tomate rouge facilite la digestion, elle rend notre peau plus belle et elle nous aide à perdre de poids. Alors, je reviens à la page de Gadiel. Et ça arrive aux hommes, peut-être à ceux qui sont dans ce studio, il nous arrive de ressentir des douleurs aux testicules. Alors, quelles peuvent en être les causes? Bon, les douleurs aux testicules, ce que je veux dire tout court par rapport à cet article, quand, vous savez, on peut commencer par sentir des douleurs au niveau des testicules. Si ça passe, ok. Mais si ça dure 1 jour, 2 jours, déjà, il faut commencer par s'inquiéter. Quand on rentre dans le 3e jour, il faut aller consulter. Il faut aller consulter. Si la douleur persiste jusqu'au-delà de 2-3 jours. Il faut rapidement aller à l'hôpital. Parce que les douleurs au niveau des testicules peuvent être un signe d'un certain nombre de maladies qu'on ne peut pas gérer à la maison. Voilà, donc le mieux, c'est d'aller en consultation à l'hôpital. On pourrait souffrir éventuellement d'une hernie discale ou encore de torsion testiculaire, si ce n'est carrément le cancer des testicules. Tout à fait. Ce que je ne vous souhaite pas du tout, Fabrice. Moi non plus. Merci beaucoup. Eh bien, nous continuons avec la page 5. C'est un long dossier que vous produisez sur le tradit praticien,
que vous trouvez comme un important acteur qui contribue à la santé publique au Togo. Tout à fait. Vous savez, les tradipraticiens n'ont pas vraiment la place qu'ils doivent avoir. Pour un certain nombre de problèmes qu'on a mis dans ce dossier-là, c'est des praticiens, hein, des gens qui ont une certaine science en matière de santé et qui utilisent des choses naturelles, que ce soit des plantes ou bien d'autres phénomènes naturels pour donner la santé. Et très souvent dans nos pays, surtout au Togo, ils n'ont pas vraiment la place qu'il leur faut dans le système de santé. Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est des raisons internes à ces praticiens, pas très organisés, pas de méthodologie de travail, pas de dose par rapport à leurs médicaments, donc, et puis beaucoup de brebis galeuses dans le secteur. Beaucoup de vendeurs d'illusions. Voilà, beaucoup de vendeurs d'illusions, ce qui fait que ils ne sont pas vraiment valorisés. Mais aujourd'hui, il y a des maisons, il y a des gens qui travaillent sérieusement, qui font un travail assez sérieux qu'on peut intégrer dans le système de santé pour qu'ils donnent leur science aux malades. Donc, c'est un dossier par rapport aux tradipraticiens. Quelle est leur place, quel est leur rôle et qu'est-ce qu'on doit faire encore au niveau du système de santé pour mieux les intégrer afin qu'eux aussi apportent leur contribution. Et vous parlez des tradipraticiens comme des dépositaires d'un savoir ancestral et vous leur trouvez également une légitimité sociale et culturelle. Et pour ce dossier, vous avez approché monsieur Zikpo Adjavon, qui est le président de l'association régionale des thérapeutes traditionnels. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont intervenus dans cet article-là. Un article important et pour le Togolais lambda et pour ceux qui sont au niveau de la gestion du système de la santé publique du Togo. Merci. Vous revenez également sur les journées portes ouvertes que le Centre national d'appareillage orthopédique a organisé toute la semaine dernière. Tout comme cet article, l'INAM qui appelle la génération actuelle à s'enrichir des expériences des seniors. C'est un enseignement qu'on tire des troisièmes universités du troisième âge qui sont tenues ces 2 dernières semaines. Tout à fait. Cette troisième édition qui s'est déclinée sur 3 sites, Lomé, Atakpamé et Kara, donc une réussite et je pense que le message est passé au niveau de la population. Merci. Bien naturellement que ce n'est qu'un avant-goût des articles de santé et éducation aujourd'hui. Si on veut en savoir davantage, on achète le journal à 500 francs CFA. Pour en savoir davantage, comme il faudra acheter les journaux comme le Mania Libéré, le Messager et tous autres journaux écrits parus aujourd'hui pour compléter cette émission que nous faisons. Je rappelle que ce n'est qu'une revue de presse et vous allez compléter ça par la lecture de ces journaux et cette émission qui sera plus élargie, plus inclusive. Bientôt, quand il sonnera 12 heures et que vous entrerez en ligne sur les 2 numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Maintenant, pour la page sociopolitique et autres, nous enregistrons l'arrivée de 2 confrères. Abbas Issaka de Le Mania Libéré, bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Bouraïma Tchabouré qui nous arrive directement de Kabou, c'est ça? Oui, c'est directement de Kabou. Vous avez pris le train, l'avion ou bien le bateau pour venir de Kabou? Non, j'ai pris la route. C'est que maintenant il y a les routes qui sont plus ou moins praticables. Donc je ne me suis pas trop peiné. J'ai pris la route et puis je suis bien arrivé également. Alors nos routes qui deviennent plus ou moins praticables, ça c'est d'un, mais encore raison de plus de nous inviter à la prudence et de ne pas céder disons à l'excès de vitesse. Justement, je crois que ça tu as bien fait d'évoquer ce problème, surtout que nous sommes en fin d'année. La plupart du temps, c'est en fin d'année que ces genres d'accidents deviennent plus accentués. Donc, il faut appeler les citoyens à la prudence et de modérer leur vitesse pour que nous puissions voir 2020. Je crois que c'est tout le souhait que je peux pour tout le peuple togolais. Merci Fabrice. Avant d'embrayer même sur le sujet politique, vous savez que c'est la saison rose dans le monde des journalistes. Un confrère, Joachim Loco, qui a dit oui à sa dulcinée. Le samedi dernier, nous y étions
Et puis, dans 72 heures, c'est un autre confrère qui va passer à l'église catholique à Clicamé pour dire également oui pour la vie à sa femme. Et puis également, je sais, il y a une grande dame qui s'appelle Aélé, qui nous suit actuellement. Je voudrais juste lui dire bonjour, Fabrice. Nous allons nous joindre à ta voix pour dire bonjour à tous ces heureux, et surtout aux confrères en leur disant bravo et surtout bonne chance dans leurs foyers respectifs. Merci bien de cette bonne humeur de carnet rose. Nous ouvrons disons, les sujets sociopolitiques. D'abord la sécurité. Vous savez, on ne peut rien faire sans la sécurité. Cette sécurité qui devient une préoccupation, non seulement chez nous ici au Togo, mais dans la sous-région. N'allez pas vous aventurer actuellement au Burkina, au Niger, au Mali, au Nigeria, mais partout en Afrique, pour ne pas dire dans le monde entier. La preuve, il s'ouvre aujourd'hui même à Assouan, c'est en Égypte, un forum dédié à la paix, à la sécurité et au développement en Afrique. C'est ce sommet qui est ouvert par le président égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, qui a à ses côtés les présidents du Nigeria, du Tchad, du Sénégal et du Comore. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, aurait dû y être aussi, mais il s'est fait représenter par le Premier ministre Selom Klassou, qui est arrivé en Égypte hier pour participer à ce forum, encore une fois, dédié à la paix, à la sécurité et au développement en Afrique. C'est dire à Bachisaka que la sécurité reste la pierre angulaire de toute vie publique, même privée. Oui, effectivement, la sécurité dans le monde entier, en Afrique aussi, préoccupe l'ensemble des dirigeants de ce monde. On n'est pas sans savoir que depuis quelques années, ou bien depuis quelques mois, il y a des forums et des sommets qui s'organisent pour parler rien que de la sécurité. Et à chaque fois que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, va participer à ces gens de réunions, il ne fait que parler de la sécurité, du renforcement de la sécurité. Et je pense qu'il est très urgent pour que les gens se mobilisent contre le terrorisme qui est en train d'envahir l'ensemble du monde entier. Entre-temps, on nous avait parlé du fait qu'au niveau du Burkina Faso, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana et le Niger avaient organisé aussi des séances de sécurisation au niveau des transfrontaliers entre les forces de sécurité du Togo, du Niger et du Ghana. Donc c'est une situation qui préoccupe tout le monde, puisque chaque jour que Dieu fait, vous allez entendre parler il y a eu des morts ici, demain il y a eu des morts là. Donc il faudrait que cette situation puisse avoir des solutions. Et à chaque fois que les chefs d'État se retrouvent, ils ne font que parler de ça. Donc, merci. Le Premier ministre Klassou, qui représente Faure Gnassingbé à ce forum à Assouan, le Togo qui va s'enrichir des actes de ce forum. Et sa sécurité, elle est toujours d'actualité chez nous ici. Vraiment, on n'est pas sorti de cette affaire que le ministre Yark a présenté, ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 novembre dernier. Cette semaine, le gouvernement, représenté par 3 ministres, a rencontré le corps diplomatique pour présenter la situation d'autres corps du délit. Et c'est à cette occasion qu'on a appris que 10 personnes ont été arrêtées, qui s'ajoutent aux 18 que la police a exhibées. Alors c'est le débat, malgré les preuves. Enfin, le gouvernement et la sécurité qui montrent des preuves, mais des preuves que d'autres trouvent insuffisantes, voire même dérisoires, ce qui amène certaines personnes a accusé le gouvernement d'avoir monté de toutes pièces cette opération. Et le développement de cette affaire, c'est que certaines accusations se portent vers le PNP qui a sorti une déclaration cette semaine pour réfuter tous ces arguments-là. Bourema. Non, je crois que le problème, il est là. En tant que journaliste, il y a des faits qui se sont avérés. Il y a le gouvernement qui nous a présenté un certain nombre de faits avec des preuves à l'appui. Nous, on s'en tient à cela. On s'en tient à cela. Alors là, si les gens critiquent, d'autres estiment
que c'est du montage, je pense qu'il faut également que cela puisse nous prouver également pourquoi ils le disent. Pourquoi c'est un montage. Ça, c'est un fait. En tant que journaliste, je crois que nous, on a le devoir d'informer, d'aller suivre ce qui se fait. Aujourd'hui, le gouvernement nous a présenté un certain nombre de choses et nous avons également vu et suivi ce qui s'est passé dans la nuit du 23 novembre dernier. Tout le monde a eu à voir. On a vu comment il y a eu des dégâts, comment les gens se sont attaqués aux forces de l'ordre et comment les gens se sont défendus et comment est-ce que les voitures et d'autres camions ont été pris à partie. Ça, ce sont des faits. Il faut les relever. Alors là, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas eu de ces faits qui sont parce qu'on a constaté, on a vu. Maintenant, par rapport aux accusations, moi je pense que nous sommes dans un pays de droit et lorsque le gouvernement a eu à mettre la main sur de présumés, je dis bien des présumés personnes indexées, il va falloir que l'autre partie puisse prendre la main. Je vais parler de la justice pour situer la responsabilité, pour savoir qui effectivement fait partie que ce soit les commanditaires ou de ces auteurs, et c'est à la justice de nous définir. Je voudrais revenir par rapport à l'insécurité dont il est question et que le Premier ministre se trouve aujourd'hui en Égypte. Je pense qu'il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Pourquoi il y a l'insécurité? C'est très important. Pourquoi il y a l'insécurité? Si nous arrivons à trouver, à se pencher, à nous pencher sur cette question, je pense qu'on peut quand même s'en sortir parce que c'est partout dans le monde qu'il y a l'insécurité. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout dans le monde. Et il faudrait quand même avoir les implications de cette insécurité. Et en cela, nous pouvons nous en sortir. On peut faire tout un débat sur les causes de cette insécurité, mais d'aucuns vous diraient que l'insécurité prospère en partie sur le terreau des injustices, des frustrations. Si un individu ou un groupe d'individus a des raisons de penser qu'il est mis à l'écart du gâteau public, ou bien qu'il fait l'objet d'injustice, cela peut créer ces situations. Mais là n'est pas le débat, Fabrice. Par contre, ce qui peut inquiéter, on peut comprendre que certains trouvent les preuves que le gouvernement exhibe de légères et d'insuffisantes. Mais de là à accuser le gouvernement d'avoir monté de toutes pièces cette affaire du 23 novembre, c'est inquiétant. Parce que avant cette affaire, le ministre Yak avait sillonné le territoire pour promouvoir la police de proximité, la sécurité de proximité. Les forces de sécurité ont beau être outillées, formées et équipées, mais elles ont besoin de l'accompagnement de la population pour identifier ceux qui s'en prennent à notre vivre ensemble. Mais dans cette crise de confiance-là, est-ce que dans la crise de confiance entre une bonne partie de la population et les forces de sécurité, est-ce que la police de proximité a encore des chances de prospérer? Non, les chances s'amenuisent. Et puis il faut dire effectivement qu'il y a un problème de confiance vis-à-vis des forces de sécurité. Maintenant, en ce qui concerne les événements qu'on a vécu le 23 avril, je crois le 23 novembre, pardon. Alors, je crois que jusqu'aujourd'hui, le gouvernement, par l'entremise du ministère de la Sécurité, a brandi ce qu'il avait à son niveau comme preuve. Bon, ça n'a pas l'air de convaincre plusieurs personnes, mais sauf que jusqu'aujourd'hui également, ceux qui refutent les éléments apportés par les forces de sécurité, ça se limite juste au verbe, des paroles en l'air. Personne n'a fait, que ce soit dans le rang des journalistes ou je ne sais au niveau des partis politiques, personne n'a fait pour l'instant une investigation pour peut-être apporter la preuve d'une théorie de complot, comme on le dit aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, c'est un peu malheureusement la situation que nous vivons. Mais en ce qui concerne l'accusation du PNP, je crois que parfois au Togo, on a l'impression d'avoir une mémoire courte. Et je ne sais pas si certains pensent que tout ce qu'on dit, il faudrait pas prendre ça au sérieux. Parce que aujourd'hui, on connaît clairement la position du parti de Tikpi Achadam. Il ne va pas aux élections. Et il dit qu'il va pas non plus laisser Faure aller à un 4e mandat. Ça, il l'a dit. C'est écrit, il y a la voix, les écrits et tout cela. Alors, quand quelqu'un le dit, est-ce que c'est des paroles en l'air pour dire, bon, il l'a dit simplement, ou alors il passe à l'acte? C'est ça le problème. Maintenant, c'est comme chez nous. Si dans la journée tu me dis
que cette nuit je vais voir, et la nuit je ne dors pas bien, le lendemain, sois sûr que mon premier suspect c'est toi, puisque tu m'avais averti. Mais au même moment, tu peux m'avertir dans la journée que j'aurai des soucis, et la nuit, quelqu'un d'autre, une tierce personne vient me régler des comptes, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec toi, mais souffrez que le lendemain, mon premier suspect, je pense que c'est celui qui a proféré des menaces à mon encontre que je vais attaquer en premier, en attendant peut-être de fouiller clair pour dire non, en réalité, lui l'avait dit, mais entre-temps, il y a quelqu'un qui a profité de cette situation-là pour venir faire quelque chose. Donc, c'est un peu cela. Aujourd'hui, je n'ai aucune preuve pour dire que c'est le PNP qui le fait. Mais ce qui est sûr, il y a le PNP qui a dit qu'il ne laissera pas les choses se faire comme cela. Alors, quand il le dit, est-ce qu'il a les droits et les deux mains entre les cuisses et il est assis, ou alors il agit sur le terrain? Mais quand on prend également les éléments audio qu'on a obtenus, où certains ont presque revendiqué ce qui s'est passé cette nuit-là, on constate qu'il y a des gens qui disent que non, que ce n'est pas un parti politique qui téléguide, que c'est un mouvement comme ça qui naît, ils recrutent, et que peut-être ils appelleront les partis après pour agir tout cela. Donc tous ces éléments-là, je crois que pour une police ou une gendarmerie, ça ne peut pas passer inaperçu comme cela. C'est des éléments à analyser de fond en comble. Mais non, effectivement, certaines preuves brandies par les forces de sécurité semblent ne pas convaincre. Parce que quand on brandit des menaces comme cela et finalement on se rend compte que les éléments qu'on veut utiliser, ce ne sont que des coups rouillés, des gourdins et tout cela. Alors on se demande si c'est ceux qui envisageaient le faire, c'est eux qui ne comprennent pas la portée de ce qu'ils annonçaient, ou alors finalement c'est leur parole qui finit par les rattraper, alors que dans les actes ce n'était vraiment pas ça. Donc il y a beaucoup d'éléments. Ceux qui contestent n'apportent rien de nouveau pour nous amener à douter un peu de ce que ça reste toujours des écrits sur les réseaux sociaux, des débats que nous faisons ici sans apporter un élément nouveau à la population, puisque jusqu'aujourd'hui il n'y a que la police qui dit j'ai tel. Merci. Donc ce débat qui nous emballe, d'un côté les preuves brandies par la force de sécurité souffrent de légèreté, ayons le courage de le reconnaître. De l'autre, ceux qui réfutent les arguments du gouvernement n'évoquent que des cas d'hypothèses. Alors, quelle opinion se fait là-dessus? Attendons plutôt prochainement des preuves beaucoup plus irréfutables. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé, les gens se fondent sur les événements passés antérieurs par rapport aux incendies et ce qui fait douter les gens aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai l'impression que le ministre de la Sécurité a dit devant les ambassadeurs la dernière fois que seule la justice pourra décider, dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc l'affaire sera remise à la justice et la justice donnera le degré d'implication de tout des présumés qu'on a présentés à la télévision. Donc aujourd'hui, pour couper court, je pense qu'il faudrait que cette affaire puisse être transmise entre les mains du procureur ou de la justice pour que la justice fasse son travail sérieusement. Vivement. Sauf que notre justice va à un rythme que je n'ose pas qualifier par respect aux magistrats qui sont nos amis et partenaires. Eh bien, nous en venons maintenant aux préparatifs ou bien à l'ambiance pré-électorale pour l'élection du président de la République en 2020. Ce feuilleton qui se déroule au sein d'UNI, la presse, une dizaine de journaux s'y intéressent aujourd'hui et par devoir, nous en parlons aussi. Commençons par vous, Abba Isaka, votre journal Le Manial Libéré qui écrit « Candidature pour la présidentielle 2020 ». Les militants du parti uni mettent Faure Gnassingbé sous pression. Le terme est tout trouvé. Faure Gnassingbé est décidément mis sous pression par les militants de son propre parti. Oui, effectivement, depuis quelque temps, on voit comment de chaque côté des mouvements, des associations proches d'UNIR, ils sont pour réclamer que... C'est même pas... Ce sont les différents départements du parti. Même les grands cadres du parti qui demandent à Faure d'être... que c'est lui le champion, c'est lui le candidat. Et finalement, la boucle a été bouclée la dernière fois avec la marche à Brita, organisée par le parti UNIR, où les populations depuis la région septentrionale... Qui t'a dit que c'est bouclé?
Ah bon, c'est pas encore bouclé. J'ai dit ça. Disons, le dernier épisode de ce peloton. Voilà. Le dernier épisode de ce peloton était cette marche qui a été organisée à Blita pour demander à Faure Gnassingbé de sortir de son silence. Parce que, quel que soit le cas, et ils sont là, c'est eux les militants, c'est eux qui décident de son investiture. Donc, ils demandent à ce que Faure Gnassingbé soit leur champion, leur candidat. Maintenant, moi je pense que par rapport à tout ce qui se passe, c'est le congrès du parti qui va décider. Parce que le chef de l'État lui-même avait dit entre-temps que seul le congrès du parti décidera. Le congrès va décider, mais il faut que l'intéressé lui-même se prononce. Non, il ne va pas se prononcer puisque les gens parlent à son nom. Donc, il attend. Donc, il n'a plus la liberté de dire oui ou de dire non. C'est pour cela que maintenant il est sous pression. Est-ce qu'il va céder aujourd'hui avant le congrès du parti? C'est ce que nous avons écrit. Est-ce que Faure Gnassingbé va céder sous cette pression-là avant le congrès du parti? Alors que lui dit, il attend la décision du parti. Donc, on attend le jour où le congrès de UNIR va s'organiser et demander à Faure, voir si devant ces militants qui sont en train de le réclamer, devant eux, il va dire non, je ne peux pas être candidat compte tenu de tel ou tel. Et voilà, nous avons dit que est-ce qu'il va céder par rapport à cette pression. Et autre journal, c'est Le Dialogue qui titre aujourd'hui présidentielle 2020, le candidat naturel du parti uni n'a pas besoin de dire oui. Là, c'est une citation de Achole Akleso, qui est le secrétaire exécutif du parti uni, qui trouve que Faure Gnassingbé n'a même pas besoin de dire oui, le parti le lui impose. Alors que Dieu même, quand il a créé l'homme, Dieu même a doté l'homme du libre arbitre. Fabrice, voilà le parti qui n'attend même pas que le concerné se prononce. Oui, je suis d'accord, c'est une sorte de pression. Alors, quand on parle de pression, est-ce que quelque part dans les coulisses du NIR, on a l'impression que Faure Gnassingbé est hésitant par rapport à la prochaine élection? Alors, si c'est le cas, je crois que c'est normal qu'il fasse quand même. Mais pour l'instant, ça s'est limité à Blita, c'est unir Blita. Et Blita, vous n'êtes pas sans savoir que Faure Gnassingbé en a fait son fief depuis toujours. Ses premiers pas en politique, en tout cas, c'est à Blita, il l'a fait. Et donc, on dit très souvent qu'au moins, il faut avoir l'aval de ta famille avant de partir à la conquête des autres zones. Donc, aujourd'hui, son fief à Blita lui demande d'être candidat et qu'on n'a pas besoin, ils estiment que ça va de soi. Mais moi, je crois que politiquement, ça a un sens. Aujourd'hui, certains présentent comme s'il y a une certaine gourmandise de la part du chef de l'État qui veut encore un autre mandat. Mais là, ceux qui sont partants de le voir encore au pouvoir en 2020 veulent tout juste dire aux gens qu'il n'y a pas que Faure Gnassingbé, peut-être qui pensent au pouvoir, eux aussi, ils estiment que c'est la personne indiquée. Et au sein du NIR, ils disent qu'ils n'ont plus de candidats à part lui. Alors aujourd'hui, les choses sérieuses vont commencer dès janvier. Et je ne pense pas que Faure Gnassingbé soit dans une logique de ne pas être candidat, mais sa volonté compte tout de même. Au moins, il lui reviendra de donner ses pièces de naissance et autres pour constituer le dossier. Donc, si vous parliez de Blita comme fief, juste rappeler que c'est à Blita que Faure Gnassingbé a démarré ouvertement sa carrière politique. C'est là qu'il s'est fait élire député. Je crois que c'était en 1999. Oui. Il y a déjà 20 ans de cela. Revenons toujours sur ce sujet avec le confrère Fraternité qui titre la page 3 candidature de Faure à la présidentielle de 2020. Le pouvoir remet à jour une vieille méthode. Et pour Fraternité, toute cette agitation montre le malaise qui entoure la candidature de Faure Gnassingbé pour un 4e mandat. Et cette candidature qui ne serait pas bien vue dans les cercles diplomatiques, écrit Fraternité, et qui termine en écrivant que nous avons tendance à trop louer les présidents en exercice et à leur faire croire qu'ils sont de petits dieux. Autre journal qui s'y intéresse, c'est plutôt le triangle des enjeux, qui écrit d'abord à la page 4, présidentielle 2020 et marche de soutien au 4e mandat de Faure Gnassingbé, la survivance hideuse des méthodes abjectes du système archaïque. Le triangle plutôt qui revient à la page 4 avec cet article, la prélogique des faucons du régime togolais. La dépêche
lui aussi consacre à ce phénomène 2 articles. D'abord, à la page 3, je lis, présidentielle 2020, choix du candidat du parti uni, retour aux méthodes du parti unique. Et maintenant, la manchette, la dépêche écrit, manifestation pour la candidature de Faure, le RPT est mort, vive le RPT. Togonigban, à la page 4, écrit, halte à l'achat massif de conscience des électeurs. Et Tingo, lui se demande, silence de Faure Gnassingbé sur sa candidature, est-ce une stratégie ou un casse-tête? Et la manchette aussi qui titre, même Uni souffre du silence de Faure Gnassingbé. Alors faut-il en rire ou en pleurer? Bourema Tchabouré. Non, je ne sais pas s'il faut rire ou bien il faut pleurer. Toujours est-il que la situation est là. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne se prononce pas. Encore. Pas encore, c'est ce que j'ai dit. Il ne se prononce pas encore. Il ne se prononce pas pour le moment, du moins. Ben, il y a les militants, comme l'a dit le confrère tantôt, qui sont en train de mettre la pression sur le chef de l'État. Mais il ne faut pas que les gens se leurrent. Le chef de l'État, aujourd'hui, certes, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais il faut quand même lire entre les lignes pour comprendre que là où nous sommes en train d'aller, il est évident que Faure Gnassingbé soit candidat en 2020. Mais, comme l'a dit le confrère Fabrice, il faudrait attendre quand même son aval, que le monsieur puisse également dire oui. Je me rappelle, je crois en 2003, où l'ancien chef de l'État, le président Yadema, avait laissé également ce suspense jusqu'au dernier jour, où ça bougeait de partout. Les pontes du parti RPT attendaient que le chef de l'État Yadema dise oui, que je devrais participer, je devais quand même me porter candidat. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas au sein du parti Unir. Il y a un silence juste au niveau du sommet. Je veux bien parler du chef de l'État, Faure Gnassingbé, mais les militants exigent que ce soit lui qui soit candidat. J'ai entendu, il y a la NJSPF, un mouvement qui en a fait, il y a le MSF, un mouvement qui en a fait, et vous venez de parler également de Blida, et je suis sûr que à l'avenir, comme je disais à mon confrère, à l'avenir, certaines préfectures également vont se manifester pour dire que c'est candidat. Et si les gens ne voient que Faure Gnassingbé pour qu'il soit candidat, moi je pense que on ne doit pas le leur retirer. C'est leur volonté. On attend de voir maintenant qu'est-ce qu'il en sera au niveau du Congrès. Et comme on l'a dit, je crois que la plupart, au fini, c'est le Congrès, au sein du Congrès, que le candidat, même s'il est désigné, même s'il est vu, qu'il est officiellement porté, il est officiellement présenté aux membres du parti pour porter le flambeau du parti. Merci. Donc, en attendant que le concerné Faure Gnassingbé sorte de son silence et que tout cela soit acté par l'investiture que lui donnera le parti uni, on ne peut s'en tenir que qu'à ce que les confrères titrent comme pression pour le moment. Fabrice? Oui, mais il faut dire qu'en réalité, ce qui se passe à Unir, c'est valable pratiquement pour tous les partis politiques. À part le PSR qui a eu par moment à présenter des gens qui n'étaient pas vraiment le leader du parti à une élection présidentielle, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, tous les partis ne présentent que les leaders en activité. Et la dernière fois à l'ANC, c'est comme ça aussi, les gens disaient que c'est le candidat naturel de l'ANC. Il est passé comme une lettre à la poste. Jerry Tama, c'est lui le patron du net, c'est lui. Quels que soient les résultats jusqu'aujourd'hui, Fabre battu 3 fois, il est encore candidat. Mais dans les grandes démocraties, vous allez voir qu'il y a des primaires au niveau des partis politiques où parfois ce n'est pas forcément dit que c'est le leader qui peut être candidat. Mais dans la tradition plus ou moins africaine, aussi longtemps que le leader est là, c'est toujours lui, à moins qu'il dise je ne veux pas. Et le parti désigne, ou du moins lui-même il désigne pratiquement son dauphin. Donc, oui, sauf que Fabre n'a été battu que 2 fois. Il a été candidat en 2010 et en 2015. Ah, peut-être que j'anticipe. Eh bien, il appréciera. Eh bien, vous parliez tantôt du PSR. Justement, je viens d'avoir cette dépêche. Je pense que vous l'avez aussi. Oui. Le bureau national du PSR qui a tenu le 8 décembre dernier
à son siège à Gbalapedo une réunion consacrée à l'élection présidentielle. Eh bien, la décision de cette réunion, c'est que le PSR présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et c'est le camarade secrétaire national, le professeur Kwame Olu, seul candidat à la primaire du parti qui est retenu comme candidat au PSR. Voilà. Au moins ils ont fait les primaires pour désigner leur candidat. Primaire avec un candidat unique. Mais il faut dire quand même que le PSR donne quand même un exemple qui n'est pas légion dans les autres partis politiques, parce que le PSR, on sait que le premier responsable à l'époque, c'était Maître Abitissa. Je crois en 2000, je sais plus, ils ont présenté Perret, et ils ont souvent accepté. Perret qui n'était même pas de leur parti. 2003. Et parfois ils s'alignent aussi dans des coalitions pour soutenir. C'est pour une des rares fois que ce parti, en tant que PSR, va participer à une élection comme cela. Et vous voyez, Abitissa aurait pu dire aussi que bon, je suis le fondateur, comme Agboibra l'avait fait avec Apevon, il dit président d'honneur, il salue les candidats. Mais Abitissa aurait pu dire bon, je sais moi le fondateur du parti, je vais être candidat, mais au moins sur ce point, c'est un parti qui se démarque un peu des autres. Eh bien, Kwame Olu sera solennellement investi candidat du PSR le 21 décembre prochain, d'après cette dépêche-là que nous venons d'avoir, que nous partageons. Le 14e. Il sera ici le 14e. Si la comptabilité est bonne. Exact. Parce que quand les gens parlent même du retour de l'ancien temps, tout ça, c'est parce qu'ils se réfèrent au scénario qui s'était passé dans les années 1974. Puis en 2003, comme l'évoquait Chaboré, que face au silence du chef de l'État, il y a des gens qui sortent pour demander, mais nous ne voulons que vous partez. Restez nous ne voulons pas que vous partiez. Ouais, vous restez, vous accrochez. Et quand on fait référence à ce qui se passe actuellement avec Faure Gnassingbé, il y a des gens qui sont en train de parler, de dire 4e mandat, non. Alors que, en principe, quand on reprend la constitution qui a été revue, le 4e mandat, on ne peut plus parler de 4e mandat aujourd'hui. On veut parler d'un premier mandat d'une nouvelle constitution révisée. Donc, aujourd'hui, face à ce silence. À ce niveau-là, il y a toujours le débat qui est ouvert, parce que j'étais à un forum le vendredi dernier où quelqu'un disait que, en droit constitutionnel, les modifications sont d'application immédiate. Qu'à partir du moment où on a fait cette réforme-là dans la Constitution pour limiter les mandats présidentiels, que de facto, celui qui venait d'en faire plus de 2 ne devrait plus être autorisé. Mais c'est une bataille juridique, c'est une bataille juridique qui nous a conduit jusqu'à ce que nous sommes actuellement ici. Sinon, depuis 2014, cette question allait être réglée par rapport à cette bataille juridique, à ce juridisme que les gens sont en train de parler. Donc, depuis 2014, si la Constitution avait été révisée et que les gens ne tenaient pas le même discours que d'application rétroactive, on ne serait pas aujourd'hui à parler d'un 4e mandat ou bien de Merci. Eh bien, si la candidature de Faure Gnassingbé est vivement souhaitée au sein du INI et des partis satellites, cette même éventualité continue à être combattue par d'autres. Vous rappelez cet activiste-là qui a annoncé cette semaine qu'il faisait une grève de la faim jusqu'à ce que la candidature de Faure Gnassingbé ne soit pas. Et Liberté également qui écrit ce matin l'obsession du 4e mandat de Faure Gnassingbé dans un contexte de dégradation des droits de l'homme. Vous rappelez que hier c'était l'anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Autre journal qui s'attaque à un éventuel 4e mandat de Faure, c'est le Panorama qui titre d'abord en éditorial 2020, l'année de la faim. Et ensuite, à l'intérieur, toujours le Panorama qui écrit dictature, mauvaise gouvernance, précarité, oppression, etc. Peuple togolais siffle la fin de Faure Gnassingbé en 2020. Voilà, vraiment, pendant que la candidature est vivement souhaitée, cette même éventualité est férocement combattue par d'autres. Oui, je crois qu'il faut respecter les opinions des uns des autres, comme on le dit, mais toujours est-il qu'au fini, c'est au peuple d'en décider, de dire ce qu'il faut, et celui
qu'il veut qu'il soit président à la tête de la magistrature suprême pour les 5 prochaines années à partir de 2020. Donc je pense qu'il faut respecter Vous avez très bien dit, la décision appartient au peuple. Et le peuple se prononce au moment opportun. C'est-à-dire le moment opportun, c'est les élections. C'est les élections. Donc je crois que il faut s'en tenir à cela. Les gens peuvent avoir leur opinion individuellement. Nous, en tant que médias, chacun peut faire son analyse, mais je le dis, au finish, c'est au peuple d'en décider. Et il faut s'en tenir à cela. Voilà pourquoi la plupart du temps, on se dit, il faut quand même que nous ayons la hauteur d'esprit pour pouvoir accepter ce qui est dit. Encore faudrait-il que nous puissions avoir confiance l'un à l'autre. Voilà, c'est le problème qui a toujours existé, surtout dans notre pays aujourd'hui, où on ne fait pas confiance à des institutions qui organisent des élections, où les gens ne veulent pas s'impliquer pleinement, où les gens doutent. Si nous arrivons à lever cet équivoque, je pense qu'on peut aller loin par rapport à des élections que nous organisons dans notre pays. Donc, je l'ai dit, il faudrait attendre que le peuple puisse se prononcer. Chacun a son opinion individuellement, que ce soit toi, moi, que ce soit au niveau des médias, au niveau des partis politiques. Chacun a son opinion, mais je crois que c'est au finish, c'est au peuple d'en décider à travers les urnes. Alors le peuple qui devrait décider dans les urnes, mais une partie de ce même peuple qui dit non aux élections, même si comparaison n'est pas raison, l'actualité nous transporte en Algérie. Demain, il y aura élection présidentielle, 5 candidats en liste. Et depuis le mois de février, les Algériens manifestent par centaines de milliers, d'aucuns diraient même par millions, pour dire non à ces élections. Mais n'en déplaise aux manifestants algériens, l'élection présidentielle risque bel et bien d'avoir lieu demain. Fabrice. Oui, c'est ce qu'on constate. Ça aura lieu, quelqu'un sera élu. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Et pourtant, c'est un pays quand même qui venait à peine, qui a réussi quand même à convaincre finalement Bouteflika, qui était presque grabataire, mais qui s'approchait toujours au pouvoir, de ne pas y aller. Mais c'est un peu dommage que on se rend compte que finalement le problème n'était pas Bouteflika, puisqu'aujourd'hui lui il est de côté, mais l'Algérie peine encore, ne serait-ce qu'à organiser une élection qui puisse convaincre tous les Algériens. C'est pratiquement mal parti. Mais maintenant, je voulais revenir un peu sur ceux qui de fond pensent empêcher la candidature d'un citoyen à une certaine élection. Moi, je crois qu'au niveau du Togo, et comme partout ailleurs, là où il faut agir, c'était au niveau des réformes. Et je sais que l'opposition s'est battue, beaucoup de gens se sont battus quand même, pour que le nouveau test qu'on espérait, il y ait un élément qui puisse empêcher certains de ne pas pouvoir être candidats. Mais si vous n'avez pas réussi à le faire, je crois que considérez que la bataille est perdue et organisez-vous autrement. C'est ce que les Guinéens tentent de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est de faire tout et tout pour que Alpha Condé ne puisse pas obtenir la réforme qu'il veut, qui lui permettrait d'être encore candidat. Et ils savent que ça se joue à ce niveau. Mais si, d'aventure, il arrivait à faire, c'est ce que Blaise Compaoré n'a pas réussi. C'est là où ça a échoué. Et c'est ce qu'il a emporté. Et c'est ce qu'il a emporté. Et aujourd'hui, si Alpha Condé arrive à passer cet obstacle-là, il ne restera que les élections crédibles pour le battre. Parce que quand les tests le permettent, tu constitues ton dossier dans ta chambre, tu le tiens sous tes aisselles, tu vas te déposer à la Cour constitutionnelle. Si tu es en conflit avec la loi, il reviendra à la Cour ou à la CENI, je sais pas quoi, de dire que tu peux pas être candidat. Mais à t'asseoir chez toi et dire que bon, la loi permet à quelqu'un d'y aller, mais toi tu dis qu'il n'ira pas, je ne sais pas comment ça va se manier. À moins que ça bascule dans un désordre total, où, bon, finalement, il n'y aura plus rien. Ou alors, vous avez des lobbying terribles pour amener des gens à convaincre celui que vous ne souhaitez pas voir au pouvoir de ne pas déposer sa candidature. Mais alors, pour le cas guinéen, où on maintient vraiment la pression de la rue, pas plus tard qu'hier, ils ont encore manifesté pour maintenir la mobilisation. Dans le cas où le Alpha Condé convoquerait éventuellement un référendum, mais comme la même réforme pourrait se faire à l'Assemblée, les partis d'opposition en Guinée se mobilisent activement pour participer aux élections législatives qui devraient avoir lieu en février. Et comme ça, si les opposants ont la majorité à l'Assemblée, ils pourraient éventuellement empêcher
Alpha Condé d'opérer la réforme. Voilà des stratégies qu'il faudrait mettre en place partout ailleurs. Et je reviens par rapport au cas du Togo. Ce sont des stratégies. Lorsque vous commencez, lorsque vous envisagez et à l'avance vous hésitez ou bien vous faites semblant de ne pas aller. Si je compare un peu ce que vous êtes en train de dire par rapport à ce qui s'est passé chez nous ici en décembre dernier, je pense que les gens aujourd'hui doivent le regretter. Les gens auraient pu faire la même chose, mettre la pression, participer à ces élections, et aujourd'hui on aurait pu avoir quand même vous parlez de décembre dernier, mais il faut remonter aux élections législatives d'octobre 2002. Si l'opposition avait participé à cette élection, elle aurait pu avoir la majorité ou à défaut la minorité. C'est là-bas même la pierre, c'est là-bas même la pierre que les gens ont culbuté. C'est là-bas même la pierre que les gens ont culbuté, ils ne voudraient pas le savoir. Et aujourd'hui, il faudrait comprendre que au niveau du Togo, et la plupart du temps, au sein de nos acteurs politiques, les gens n'aiment pas des critiques. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas qu'on porte les critiques sur leur personne pour pouvoir leur permettre de se corriger. Lorsque vous critiquez, les gens pensent évidemment que vous êtes déjà acheté et c'est fini. Alors que ces mêmes critiques peuvent leur permettre de se corriger et d'aller. Aujourd'hui, nous comparons ce qui se passe en Guinée par rapport à ce qui s'est passé chez nous aujourd'hui. Je suis sûr que les gens seraient dans leur maison, dans leur chambre en train de mordre le doigt si ils avaient écouté ce que nous avons eu à dire de par le passé et on n'en sera pas là aujourd'hui. Je pense que la leçon est là et peut-être qu'à l'avenir, les gens vont essayer. Revenons maintenant au portrait robot des candidatures annoncées telles que deux journaux le dressent aujourd'hui. Alors avec la dépêche que nous venons d'avoir avec le PSR et le professeur Komi Olu, donc la comptabilité c'est à 14 candidatures annoncées. En attendant, mais en attendant, il faudra que toutes ces candidatures là se déposent à la CENI et le verdict de la Cour constitutionnelle pour retenir le nombre exact. Mais en attendant, la manchette nous présente aujourd'hui les forces et les faiblesses des potentiels et principaux candidats. Et vous aussi, vous livrez à un exercice similaire quand le Mania Libéré écrit « Quand des plaisantins veulent banaliser la fonction présidentielle ». Alors Abbas, est-ce que votre journal trouve sur la liste des 14 candidatures annoncées des gens qu'on pourrait qualifier à tort ou à raison de plaisantins? Ah oui, tout le monde les reconnaît, mais parce que c'est visible, parce que c'est tout comme la présence est devenue de la plaisanterie, c'est-à-dire il faut dire je suis candidat, je vais aller à la présidence, sans avoir aucun moyen de... je ne sais même pas. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est au moins, on le reconnaît bien dans son quartier, et qui n'arrive même pas à rassembler les gens de ce quartier-là qui le reconnaissent, et quelqu'un qui ne peut même pas faire un meeting pour rassembler 10 personnes. Ces messieurs, on les a vus ces derniers jours annoncer leur candidature pour dire qu'ils veulent être président, diriger le Togo. Dans le contexte actuel du Togo, où on sait que la situation là, on ne peut pas se permettre de dire de plaisanter. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent à prendre au bout. C'est-à-dire les 500 millions proposés par le gouvernement pour les campagnes, pour soutenir les gens dans la campagne électorale, que les gens vont se permettre, moi aussi je vais être candidat. Attention, c'est pas 500 millions par tête non, de candidats. Pas par tête c'est pour l'ensemble des candidatures. C'est pour l'ensemble des candidatures. Oui. Ils peuvent être 20, ils peuvent être 30. C'est les 500 millions là qui vont se partager. Donc le problème, il ne faut pas courir derrière cet argent-là et devenir commerçant, parce qu'il y a des gens qui croient que si j'arrive même à prendre 30 millions de francs CFA dans les 500 millions, ça me permettrait de me refaire une santé financière. Donc ce problème-là, nous avons vu qu'il y a des candidats qui doivent arrêter de prendre les Togolais pour des cons. Il y a ceux-là qui s'annoncent candidats là. S'ils savent qu'ils ne vont rien faire devant là, qu'ils arrêtent de plaisanter. Oui, depuis quelques semaines, des journaux qualifient certains candidats annoncés de plaisantins, sauf que si on parcourt la Constitution ou le Code électoral, les seules conditions qu'on trouve, c'est avoir un âge minimum, je crois, 35 ans, 35 ans, être togolais de naissance,
être investi par sa formation politique ou un groupe d'individus, arriver à payer les 20 millions de francs CFA de caution et également jouir d'une bonne santé physique et mentale. Nulle part je ne vois de critères de crédibilité pour dire on ne parle pas de crédibilité. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Oui. Ce sont les tests. Mais la réalité aussi est là. On est des Togolais et on se connaît aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se trompe. La plupart du temps, lorsqu'on fait ce débat, les gens pensent que on a quelque chose contre eux. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur le terrain, lorsque vous regardez sur les faits, on connaît les partis politiques qui sont des vrais partis politiques. Il ne faut pas qu'on se trompe. Que les gens, que ça leur plaise ou pas, c'est comme ça. Maintenant, les tests sont là. Les gens peuvent aller, puisqu'ils ont leur agenda, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller parce qu'ils ont des calculs. C'est vrai. Nous, on n'en sait rien. Mais je crois que la réalité, sur le terrain, aujourd'hui, il faut le dire, les partis qui sont des partis politiques, on les connaît au Togo, et qui peuvent faire quelque chose à une présidentielle, on les connaît aussi. Donc, franchement... Mais, sauf vraiment que ne devraient pas être seulement candidats les personnes présentées par des partis politiques. La loi autorise également des personnalités indépendantes. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des personnalités indépendantes qui se sont annoncées. Mais il faut le leur accepter. C'est ce que je dis. La loi, on s'en tient à cela. C'est bon. Peut-être qu'il peut y avoir un miracle. On ne sait jamais. Mais s'il vous plaît, souffrez qu'on reconnaisse qu'il y a des partis politiques dignes de ce nom qui sont sur le terrain et sur qui les gens peuvent compter. Il faut le dire. Bon, on le dit, mais sauf que qui est habilité pour qualifier tel autre de crédible, de sérieux ou de plaisantin? Voilà tout le débat, Fabrice. Non, moi je crois qu'on peut pas en vouloir à ceux qui annoncent leur... Tout le monde peut annoncer sa candidature. C'est le plus simple même à faire. La seconde phase, c'est d'être capable de rassembler la caution et de déposer. Et donc, il y a plusieurs calculs derrière. On n'est pas forcément candidat pour gagner. Et moi, je crois que pour une élection à 2 tours, un parti politique qui ne participe pas, à part peut-être des réserves que ce parti peut mettre par rapport à la crédibilité des élections et autres, je crois qu'à un moment donné, il y a quand même, il faut jauger un peu son poids sur le terrain. Et donc, il faut y aller et avoir quelques statistiques pour voir, depuis que j'ai fait la politique là, qu'est-ce que je pèse réellement sur le terrain. Mais à part cela, ceux qui ne sont pas issus des partis politiques également, il y a des gens en quête de célébrité. Alors aujourd'hui, si tout à l'heure j'annonce ma candidature dans le quartier, on me verra autrement, sans doute, en attendant de voir qu'est-ce que ça va exactement donner. Il y a des personnalités qui ont commencé un travail quand même depuis des années. Oui. Et quand vous prenez quelqu'un comme Kodjo Viton, c'est quelqu'un qui a commencé, on sentait, même si il faisait semblant d'être dans l'humanitaire, on sentait que il était en train de débroussailler plus ou moins le chemin qui mène vers cette élection-là. Aujourd'hui, c'est quand même le temps pour lui de voir tout ce que j'ai pu faire. Est-ce que ce que mes proches me disent, genre, ça peut aller, tu as beaucoup aidé, tu peux passer, est-ce que ça peut? Voir ce que ça a donné. Et donc, moi, je crois que chacun fera son calcul. Et puis, si éventuellement il y a deuxième tour, même si vous n'avez personne derrière vous dites, j'appelle à soutenir tel, mais quand même, ça sera pris en compte à l'heure du partage du butin. Merci. Eh bien, il y a quelqu'un qui ne désespère pas. D'abord, il ne se retrouve pas, ou bien il ne retrouve pas son candidat parmi les 14 noms déjà annoncés. Il continue, malgré l'âge avancé, Dieu seul sait où il puise cette énergie-là. Eh bien, il continue à chercher son oiseau rare, son candidat rare, mais il n'a pas encore le candidat, mais il est en train déjà d'amasser disons, le fonds de campagne de ce candidat, qu'il évalue entre 4 et 7 milliards de francs, c'est ça qu'il veut rassembler, à mettre à la disposition du candidat unique qu'il aura trouvé. Lui, c'est Monseigneur Podjoro. Et votre journal en parle aujourd'hui, Bourema Tchabouré. Oui, j'ai fait cas dans ma parution d'aujourd'hui parce que depuis lundi, Monseigneur Podjoro a fait encore une sortie, comme il en a l'habitude de le faire, pour appeler à rassembler les fonds pour soutenir son candidat unique. Donc, il a, comme vous venez de le dire, qu'il n'a pas encore trouvé. C'est vrai, il dit que bientôt ce candidat va être annoncé, qu'il n'y a pas de souci à cela. Maintenant, il faudrait rassembler les moyens pour pouvoir faire en sorte que ce candidat puisse avoir l'alternance en 2020. Et ces moyens, il les a évalués entre 4 milliards
et 7 milliards. Maintenant, où va-t-il trouver les moyens? Va-t-il les trouver? La question reste posée. On le laisse, on attend de voir ce qu'il en sera d'ici peu, si les moyens vont être réunis. Et ce magot, cette somme permettra, selon Monseigneur Podjro, au candidat unique de l'opposition, d'abord de payer sa caution, de déployer disons, sa stratégie, sa logistique, toute la logistique de campagne électorale, et également le jour des élections, ce candidat pourra disposer de représentants dans les plus de 9000 bureaux de vote. Mais dans mon article, oui. Dans mon article, je crois que moi j'ai approché un certain nombre de personnalités, disons, de personnes ressources, d'autres veulent rester sous couvert d'anonymat, d'autres qui sont des personnes avérées de la situation politique, qui connaissent bien la situation politique, qui sont également prononcées. Je vais laisser le soin à ceux-là qui vont chercher le journal, peut-être de savoir leur point de vue par rapport à la position de Monseigneur Podjro. Et votre journal, on peut l'acheter seulement à 250 francs seulement. Merci pour cette publicité qui ne dit pas son nom. Voilà, il est 12 heures passées de quelques instants. Eh bien, une petite obligation commerciale et nous nous ouvrons à vous pour réagir par des questions, des commentaires, des critiques, pourquoi pas des apports sur les questions de santé ou bien de sécurité ou bien l'éventuelle candidature de Faure Gnassingbé ou encore la candidature de Kwame Olu qui vient d'être annoncée et pourquoi pas Monseigneur Podjro qui continue à rechercher l'héritage à mettre à la disposition de son candidat unique. 93.5 Canal FM. Bien, à mes côtés, Gadiel Chonyadi, Abbas Issaka, Bourema Tchaboré, Fabrice Pechezi pour recevoir vos questions et pourquoi pas vos commentaires. Je rappelle que on a abordé des questions de santé, de sécurité et autres. Déjà, l'ami Léopold en ligne, bonjour. Alors bonjour monsieur Sall. Oui, bonjour à vous. Oui, comment vous allez? Dieu merci, nous nous portons bien. Merci, bonne émission à vous. Je voudrais intervenir sur les événements du 23 novembre passé. Oui. Bon, à mon humble avis, je pense que il peut se passer quelque chose. Mais c'est le qualificatif qu'on donne à ça qui fait douter la plus bonne nombre de Togolais. C'est-à-dire quand on dit djihadisme, du terrorisme, je vois... Non, le ministre parle beaucoup plus ces derniers temps de insurrection armée. Voilà, insurrection armée. Vous voyez, c'est un peu trop fort. C'est-à-dire le Togolais a du mal à comprendre que ce soit une insurrection. Vous comprenez? Il peut se passer quelque chose. On n'en doute pas ça. On n'en doute pas là-dessus. Bon, je m'en vais demander à M. Petidi. Bon, concernant ce qu'il a dit à propos des candidatures tout à l'heure, qu'il y a la loi, mais la réalité est autre chose. Vous comprenez? Oui. Je voulais lui demander s'il ne trouve pas que s'il y a la loi, mais la réalité aussi voudrait que Faure se représente quoi. Merci, mais c'est plutôt Bourema Tchaboré qui a réagi comme ça à une question que je posais. Bourema? Non, ça, par rapport à ce que l'ami vient de dire, moi je pense que la loi est là. La loi, aujourd'hui, il y a les juristes et les gens qui sont futés dans la matière qui disent ce qu'ils ont à dire. Donc, il ne faudrait pas qu'on sorte au niveau par rapport à ce que la loi dit. Qu'est-ce que la loi dit aujourd'hui par rapport à une éventuelle candidature de Faure Gnassingbé? La question est là et je dis que c'est pas à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Si Faure Gnassingbé éventuellement accepte d'être candidat et il dépose sa candidature, maintenant c'est à la Cour constitutionnelle de voir si c'est conforme, cette candidature est conforme à la loi ou pas. C'est ce que je peux répondre. Merci l'ami Pawa. Oui. Tout en puissance. Bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Dieu merci, nous nous portons bien. Juste pour saluer toute l'équipe qui est là-bas. C'est très gentil. Je vais parler à propos de la politique. Oui, vos confrères journalistes parlent du cas du Togo depuis des années comme si au Togo, ils ne sont pas dans le pays. Le Togo est un cas différent des autres pays. Vous parlez des candidatures de Faure Gnassingbé là. Oui. Si Faure Gnassingbé est candidat, tout le monde sait qu'il y aura de tout, parce qu'il ne peut pas gagner des fois, peut-être, je dis peut-être rien. Mais il sera proclamé comme élu.
Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes demandent qui se retirent pour donner à l'opportunité qu'il y ait la politique, la démocratie définitive au Togo. Vous-même, vous êtes sûr là-bas, je suis sûr que vous êtes sûr qu'il ne peut jamais se présenter, organiser une élection et accepter ça. Parlez pour vous-même, laissez-moi moi-même me parler à mon nom. C'est ça, ça. Oui. Oui, voilà comment nous pensons, et tout le monde est inquiet, sinon sa candidature ne nous pose rien, mais nous savons qu'avec faire 80 mandats, à ce temps actuel, partout que tout le monde, il y a la tendance dans tous les pays, et que c'est ici, vous n'avez pas 80 mandats, vous voyez que c'est un peu contradictoire à la CEDEAO, bon. Aux formes de la CEDEAO. Merci, l'ami Pawa. Mais Fabrice, les propos de notre ami sont illustratifs de ce que nous rencontrons dans le... On avance des choses pour lesquelles on n'apporte pas des preuves irréfutables. Faure Gnassingbé qui a été déclaré élu par la CENI, la Cour constitutionnelle, en 2005, en 2010, en 2015. Notre ami dit qu'il ne gagnerait pas, mais il serait proclamé élu. Ouais, je n'en sais rien. Moi, tout ce que moi je dis, c'est que par rapport à la candidature de Faure, j'ai dit qu'il y avait plusieurs obstacles. Le premier, c'était au niveau de la réforme. Il fallait peut-être prendre une disposition qui l'empêche peut-être d'être candidat. Oui, les gens ont tenté, mais ils n'ont pas réussi. Les gens ont tenté, ils n'ont pas réussi. Et c'est quand vous ne réussissez pas, vous tirez les conclusions. Et maintenant, je dis, la seule possibilité encore peut-être pour ceux qui ne souhaitent pas le voir au pouvoir à partir de 2020, c'est de le battre à travers les urnes. Et donc, à ce niveau, maintenant, si on estime que l'élection, l'organisation n'est pas crédible, ça ne rassure pas. Focalisons-nous sur les conditions d'organisation plutôt que d'ergoter autour d'une éventuelle candidature. Il y a un ami qui attend en ligne, c'est Yaovi ou bien Yaovi? C'est Yaovi. Ah, Yaovi, oui, nous suivons. Bon, bonjour mes camarades. Bonjour camarades. Moi, ce que je veux savoir sur ce qui s'est passé dans le 23 là, c'est que moi, je prends maintenant les coupes, les machettes pour attaquer les militaires, pour attaquer les forces des ordres, les forces de nos camarades. Mais ça, moi, je ne comprends pas. Oui. Si on dit ça à quelqu'un maintenant, un enfant de bébé, je ne sais pas quoi il va comprendre. Mais vous voyez maintenant que en ville maintenant, si notre président passe, vous allez voir déjà ce qui se passe. Et maintenant, on peut maintenant couper les machettes pour attaquer maintenant les militaires. Quand on vous parlait de ça là, moi, ça m'énerve parce que je ne peux pas rester à côté de la radio pour écouter. Merci quand même de nous écouter. Notre travail, c'est de vous parler de ce qui se passe dans le pays. Merci quand même, monsieur Yaovi, c'est vrai. Nous-mêmes, on a dit ici que... Allô? Oui, bonjour, c'est abonné? Oui. Oui. Bonjour, je sais. Oui, bonjour. Bonjour le plateau. Oui, nous vous saluons aussi. D'accord. Sur les cris de détresse des mouvements de Parti Uni, c'est sur ça que moi j'aimerais revenir. Eh bien, nous vous suivons. En tant qu'ancien président, pour pouvoir revenir pour un nouveau mandat, je pense que la démonstration devait se faire sur son parcours, ce qu'il a pu faire pendant les 14 ans ou bien les 15 ans, et non ce que dit la Constitution. Et là, si pendant 15 ans, il n'y a pas de scanner dans un centre hôpital, je vois ça malsain que des gens crient que c'est le champion ou bien le naturel. Ce qui me fait dire que ce sont des cris de détresse. C'est-à-dire, lorsqu'il est là, les gens ont pu profiter à faire des surfacturations, à faire des détournements et autres. Et on sent que c'est lui seul qui peut être toujours là pour qu'on puisse continuer. C'est ça le cri de détresse. Merci. La seconde chose, c'est ce que je voulais même croire, c'est une déviation politique. Je pense que pour avoir bradé les sociétés d'État, le président actuel ne voudrait plus se représenter. Mais pour faire une diversion et se partir par la grande porte, au moment où les gens vous demandent que c'est toi, je quitte parce que je ne veux pas. Et ça va dérouter les opposants qui ne se préparent jamais. C'est comme ça, moi, je vois. Merci. Je présume que les opposants sont assez outillés pour déjouer les pièges. Mais très rapidement, notre ami parlait du bilan de Faure Gnassingbé qui ne serait pas élogieux à son point de vue. Et bien, c'est ce que nous disons. Eh bien, que le peuple aille aux urnes
et qu'on le sanctionne si tant est qu'on trouve que son bilan n'est pas bon. Effectivement, la seule solution, c'est les urnes. Parce que il a fait 15 ans, on le dit. Vous le jugez par rapport à son bilan. Les infrastructures qui sont là, est-ce que c'est réellement fait ou bien c'est pas fait? Dans les hôpitaux, qu'est-ce qui a été fait? Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, tout ça là, qu'est-ce qui a été fait? Si c'est bon, vous portez vos choix sur lui ou vous le sanctionnez. Et si c'est pas bon, vous le sanctionnez. Parce que nous avons vu même les présidents qui n'ont pas voulu partir, qui ont été sanctionnés, mais qui ont été obligés de partir. Merci. Quand on prend le cas de eh bien, le verdict, c'est dans les urnes. L'ami Marcel en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Merci pour l'émission. Je vous en prie. Moi, j'aimerais intervenir sur deux sujets. Premièrement, sur le cas du 23 novembre. Oui. Bon, moi, je me demande jusqu'à ce que les intéressés même ne nient pas les faits, mais nous, on nie les faits à leur place. Pour ça, quand on interroge les intéressés, même, bon, en tout cas, moi, j'ai vu certains audios, les personnes interpellées, où eux-mêmes reconnaissent qu'ils préparaient quelque chose. Bon, donc moi je disais de laisser la justice et eux-mêmes ils vont avouer ou bien la justice va trancher. Oui. Maintenant, du côté du prélat, monseigneur, je n'aimerais pas être à sa place. Puisque chaque moment où il sort pour faire une déclaration, le lendemain en même temps, un candidat se prononce. Quand il sort pour parler du candidat unique, le lendemain, un candidat se prononce. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont au nombre de 14. Je suis sûr que s'il sort encore faire une autre déclaration, ou bien jusqu'à ce qu'il ne trouve les 7 milliards, on aura au moins 50 candidats. Et ils seront uniques ou bien ils seront multiples. Eh bien, donc vous êtes à votre place, Monseigneur Poudro est à sa place, chacun fait ce qu'il pense pour le Togo. Oui, mais il y a déjà un auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Maglo. Oui, vous êtes le bienvenu. Je voudrais que je vous fasse cette remarque, prenez ça sportivement. Vous avez l'habitude de dire une chose et de faire le contraire. Vos analyses sont souvent pertinentes, je l'accepte, mais elles tendent des fois à convaincre seulement les auditeurs. Parlant des événements du 23 novembre, vous avez l'habitude de vous voulez convaincre les gens. Les gens ont le droit de douter. Eux aussi font leur analyse. Et il faut prendre ça comme ça. Mais vous essayez, comme vous avez le monopole du micro, vous essayez de les convaincre, vous demandez des preuves. Ceux qui nient cet événement, est-ce qu'ils ont des preuves? Je pense humblement que vous êtes parti trop loin. Faites les analyses comme un bon journaliste et nous l'accepterons. Ne refusez pas l'analyse aux auditeurs, s'il vous plaît. Merci, monsieur Maglo. C'est votre droit d'auditeur de dire ce que vous voulez, mais ne vous placez pas à la place des journalistes, que nous sommes. Pour vous détromper, nous n'avons pas le monopole du micro. La preuve, c'est que nous vous permettons d'intervenir. Et dans nos commentaires, nous parlons des faits. Des faits, les preuves que la police a montrées. Et nous avons dit que les preuves de la police sont légères et insuffisantes. Et il appartient à la justice de nous fixer. Oui, Fabrice. Moi, quand j'écoute M. Maglo, je ne le micro. Pas. Oui, quand j'écoute M. Maglo, je ne le connais pas. Votre micro a un petit souci. Michel va vous... Oui. Oui, je disais quand j'écoute M. Maglo, je ne le connais pas, mais à voir son niveau de langue, j'estime que c'est quelqu'un quand même qui tient. Mais je suis désolé, mais que dans une analyse, s'il n'y a pas des arguments, je ne sais pas quel est le fondement de cette analyse-là. Quand je fais mon analyse, c'est forcément que j'essaie d'apporter des éléments pour soutenir ce que je dis. Mais si heureusement ça l'a convaincu, mais tant mieux. C'est tout. Merci. Que chacun respecte le point de vue de l'autre. Nous sommes dans un débat contradictoire. Quelqu'un peut vouloir vous convaincre. C'est à vous de réfuter ces arguments. À travers les preuves, bien sûr. À travers les preuves, bien sûr. Bailly, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Moi, je voulais poser une question à Gadiel. Gadiel, merci de nous changer de sujet. Oui, un peu. Et après, je vais revenir quand même. Oui, et il dit quand vous êtes échauffé dans votre bureau, il faut sortir. Et si c'était dans un véhicule, parce que ça m'est arrivé,
Alors, il est parti, mais Gadiel... Non, je ne suis pas parti, je suis là. Ah, ok. Et si c'était dans un véhicule. Gadiel? Et puis, ou bien il veut répondre avant que... Non, allez-y, continuez en même temps. D'accord. Et pour l'insécurité, c'est ce que le journaliste vient de dire. Et il faut que nous dirigeons sur la question. Pourquoi il y a l'insécurité? Merci. Gadiel? Non, mais plus encore, si c'est dans un véhicule, il faut faire tout pour garer et sortir. Quand on s'étouffe dans sa voiture, il faut tout faire pour se garer et sortir pour prendre de l'air. C'est très important. Sinon, quand on se sent étouffé au volant, on peut aller à un accident. Donc, c'est aussi important de tout faire pour garer quelque part paisiblement et puis de sortir pour prendre de l'air avant de remonter dans sa voiture, je veux dire. J'ai un ami qui dit que la première mesure, quand on se sent un malaise, c'est de sortir d'un endroit fermé pour aller au grand air et bien respirer. Tout à fait. L'ami, c'est Francis ou bien Francis? Oui, c'est Francis. Francis, oui. Bonjour, bonjour le plateau. Bonjour à vous. Bonjour, je voudrais vous saluer parce que vous faites des analyses très claires et nettes, à chacun de prendre comme il voudra. Merci. Mais je voudrais simplement dire que moi je crois que les preuves données par le ministre sont des preuves suffisantes. Je suis africain et je sais qu'à certains endroits de ma région, vous et moi, on est presque de la même région, je vais parler de Sass-Gaou. Il arrive que je vous parle et que vous me remettez votre arme. Oui, le Gbessa de chez nous. Ça, c'est des paroles incantatoires. Et c'est arrivé au premier soulèvement de 2017. Nous avions vu ce qui s'est passé dans ce pays, à Sokodé exactement. Et quand je dis des amulettes qui peuvent combattre, mais c'est des vérités. Et aujourd'hui, souffrez qu'on le dise, certes que scientifiquement, les gens ne donnent pas ces preuves-là, mais nous savons aujourd'hui que la médecine traditionnelle tend à convaincre et à être acceptée par la médecine scientifique. Donc, en tant que tel, moi, je crois que, tel que le ministre l'a dit, seule la justice pourra départager les uns des autres. Mais moi, je trouve tout ce que le ministre Yaka dit comme une preuve tangible. Merci. Assurons-nous bien des faits avant de nous inquiéter de la cause. Merci. Et une fois encore, je vous jette des fleurs pour tout le débat, pour tous les efforts que vous faites, parce que ce n'est pas aussi facile d'aller investiguer et de mettre les informations à la disposition. Je vous en prie, nous essayons seulement grâce à vous. Alors, il parle des incantations. Alors, Bourema, vous qui êtes Bassa, vous qui dansez dans le feu, vous connaissez la parole, la force de la parole, sauf que nous sommes dans un monde cartésien, nous avons besoin de preuves matérielles, scientifiques, pour corroborer les affirmations des uns des autres. Je crois que, pour ajouter à ce que l'ami vient de dire tout à l'heure, ça c'est vrai, il faudrait le confirmer, nous sommes en Afrique et on se connaît. Par rapport aux preuves dont nous parlons, je l'ai dit tantôt, nous sommes des journalistes. Le ministre ou bien le ministère de la Sécurité ou bien les forces de l'ordre, les responsables nous ont présenté un certain nombre de faits, nous ont présenté un certain nombre de preuves, nous sommes allés voir. Mais souffrez que j'ajoute encore quelque chose. Le ministère de la Sécurité fait partie du gouvernement et le gouvernement a cette charge régalienne de faire en sorte que la sécurité puisse, à travers les informations que le gouvernement peut avoir. Le gouvernement peut avoir un certain nombre d'informations à travers le service de renseignement que vous et moi, nous ne pouvons pas avoir. Mais le gouvernement ne peut pas venir exposer ça au niveau du public. Je pense que nous devons faire très attention par rapport à ce que nous disons. Aujourd'hui, on revient pour dire que laissons la justice faire son travail, situer le niveau de responsabilité de ce qui est arrivé. Merci Bouraima, on va terminer avec Georges. Chad, l'ami Georges qui attendait un peu en ligne, qui est parti. J'aurais bien aimé qu'on termine par lui, mais si c'est pas pour aujourd'hui, je connais Georges, il reviendra sûrement. Et l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont pu entrer en ligne et qui ont enrichi cette émission par leurs doutes. Malheureusement, tu ne m'as pas permis de terminer ce que je voudrais dire, sincèrement, parce que, 2 secondes, parce que pour dire que moi, j'avais commencé par investiguer. J'ai déjà eu un certain nombre d'informations comme quoi ce qui s'était passé le 23 était déjà au-dessus des autorités de ce pays et les gens
avait donné la preuve des indications possibles sur ce qui pouvait se passer. Certes, Tout ce qui... Donc voilà, c'est des choses que nous ne pouvons pas mettre pour le moment à la place publique parce que nous n'avons pas encore rassemblé toute la preuve nécessaire. Donc franchement... Vous pouvez avoir raison, sauf que il est connu également que vous pouvez avoir une très belle idée, vous pouvez avoir quelque chose, mais si ça, c'est notre travail. Vous ne présentez pas la chose de façon à convaincre les autres, permettez que ceux-là doutent. Et Fabrice, sur ce débat, il y a le tout premier jour, nous avons dit dans ce studio que si des gens peuvent être armés de machettes et de bâtons pour attaquer nos forces militaires et les tabasser, les blesser, les brûler et leur arracher des armes, nous serions les premiers à ne pas être en sécurité. Nous avons commencé par ce doute-là dans ce studio. Oui, on l'a dit. Et puis il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas dire. Nous, on est des journalistes, on n'est pas dans la métaphysique. On ne peut que dire que ce qui ressemble à la raison. Oui, moi, dans mon village, on peut te préparer, on va dire, mais on tire sur toi, ça ne marche pas. Mais j'ai jamais pris le risque de faire l'expérience pour voir si ça va marcher ou pas. Sur cette base, certains peuvent se dire, mais surtout quand vous célébrez votre cérémonie Rabiel. Oui, donc quelqu'un peut oser, il se dit que peut-être tu as un charme, mais avec son coupe-coupe, il peut en finir. Mais dans la raison, raisonnablement, ça ne passe pas. Je suis d'accord pour ceux qui disent que, mais si on dit à quelqu'un il y a une tonne de ciment et tu prends une brouette pour venir prendre la tonne de ciment, est-ce que c'est celui qui en parle qui a tort? Non, je sais pas. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui disait aussi que le cas togolais est différent. Non, il n'est pas différent en ce qui concerne les 3e, 4e mandats. Il n'est pas différent. Je sais pas si la personne suit l'actualité. Nous avons eu le cas sénégalais, où effectivement il y a eu tout un débat sur la candidature ou non d'Abdoulaye Wade. Et à l'époque, il y a eu des manifestations également, tout ce qu'il pouvait avoir à Dakar et tout ça. Mais finalement, le gars est allé aux élections, on l'a battu. Alors, je prenais le cas d'Alpha Condé. Actuellement, il est en train de faire les pieds et des mains pour modifier et se présenter. On lui prête l'intention. Non, ça saute aux yeux. Et maintenant, si on l'empêche, comme on a réussi à empêcher Blaise Compaoré, tant mieux, mais si on n'arrive pas à l'empêcher à ce niveau, c'est pour cela que je dis, à part ceux qui croient qu'ils sont forts et qu'ils peuvent empêcher les gens d'être candidats, il ne reste, en tant que citoyen, il ne te reste qu'un seul élément, c'est de soit empêcher les réformes ou les influencer pour qu'elles puissent aller dans un sens, ou alors, dans l'urne, tu ne votes pas la personne. Mais si on me dit que les élections ne sont pas crédibles, alors au lieu d'ergoter depuis là autour de la candidature de Faure qui n'est même pas encore une réalité, il faut mettre les moyens pour pouvoir avoir une élection transparente. Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, qui souffle le chaud et le froid, sera-t-il candidat ou pas en 2020 pour dire que, comme que Michel aime le dire, c'est un certain mouvement d'ensemble dans nos pays africains. Souffrez qu'on suspende aujourd'hui, quitte à revenir demain avec d'autres confrères, le temps pour nous quand même d'enregistrer vos cartons de fin d'émission. Gadia Chonyadi. Oui, j'aimerais compléter la réponse à l'auditeur qui avait appelé. C'était Sylvain Agbaï. Ça, c'est carton, ça? Si vous-même vous êtes au niveau de votre volant, vous pouvez garer. Mais si vous êtes un passager, par exemple, dans un véhicule de transport, dites au chauffeur de s'arrêter, vous allez prendre un peu de temps. Les chauffeurs le font. Mais si notre ami Sylvain est dans un avion? Mais dans l'avion, il faut en parler aux hôtesses. Alors, ça se fait. En voyage, on voit des gens qui se sentent étouffés, qui appellent les hôtesses. En tout cas, il faut se signaler quand même. Il ne faut pas se taire. Sinon, on pouvait avoir un problème de santé. Merci. Maintenant, votre carton? Le carton, j'adresse un carton vert à toutes les femmes revendeuses de fruits et de légumes. Alors, si vous voyez un peu le travail que ces femmes font pour nous ramener les fruits et les légumes, c'est très important. Et vivement que ces femmes arrivent à conserver ces fruits et légumes pendant un temps plus long. Abba Chisaka? Non, je voudrais d'abord dire que... carton. Non, je ne vais pas commenter. Pour le moment... Le temps. Oui. Bon, la candidature, on parle de candidature et non de 4e mandat. Merci. Donc on sanctionne quelqu'un. Parce qu'on a vu des présidents qui insistaient, comme le président Gambien Yahya Jammeh. Finalement, il a été battu, mais... il voulait insister, on a vu comment la CEDEAO a fait. Merci. Voilà, le carton, c'est le carton vert. À l'endroit de Kouakou, le DG de la foire, qui a pu, au moins, durant ces 10 jours, rassembler plus de 300 et quelques
300 000 et quelques visiteurs au niveau de la foire, et avec une réussite très, très satisfaisante. Carton vert pour lui. Carton vert à tous ceux qui réussissent. Bourema Chabouré. Ah oui, carton vert à tous ceux qui réussissent. Moi, je donne carton vert à une société d'État qui ne vend pas cher sa peau. Je vais parler de la TDE, qui, en cette fin d'année, nous a offert des branchements promotionnels et a pris un certain nombre de décisions pour pouvoir faciliter le paiement des dettes, des créances. Donc, carton vert à la TDE. Qu'elle continue comme ça et qu'elle améliore également l'approvisionnement à nos potables. Et que la TDE se rende compte que la ville s'agrandit. Et que la TDE devrait aller également à Sanguera. J'ai tout dit. Chez Abbas Isaka. J'ai tout dit. Fabrice Pétiesi. Non, je n'ai pas de carton. Vous passez. Eh bien, un carton vert à cette dame qui a insisté que je la salue au club de la presse. C'est fait. Madame, maintenant, je vous renvoie l'ascenseur. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.